Chers téléspectateurs, bienvenue pour cette nouvelle édition de notre programme Afrique pour ce samedi, le 11 avril 2026. On commence tout de suite avec cette information. L'Union européenne salue le rôle de l'Égypte dans les efforts de médiation régionale. L'ambassadrice de l'Union européenne en Égypte, Angelina Eykors, a salué les efforts de l'Égypte aux côtés du Pakistan et de la Turquie pour contribuer à la désescalade des tensions dans la région du Moyen-Orient. Elle a souligné le rôle central de l'Égypte dans le rapprochement des positions et la recherche de solutions pacifiques, notamment dans la crise entre les États-Unis et l'Iran. Elle a également mis en avant la contribution de l'Égypte au cessez-le-feu à Gaza et à son rôle de la mise en œuvre du plan de paix régional. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoignons par téléphone Dr Samir Soleiman, qui est analyste politique. Bonjour. Bonjour. Alors, Dr Samir, premièrement, comment l'Union européenne évalue-t-elle le rôle de l'Égypte dans les efforts de médiation régionale, surtout avec les efforts déployés par la diplomatie égyptienne dans les crises actuelles en essayant de les résoudre? L'Union européenne connaît très bien la valeur et le poids de l'Égypte dans cette zone de Moyen-Orient, connaît sa dimension et valorise beaucoup le rôle d'Égypte comme un acteur clé dans ces médiations régionales, parce qu'il a une position géographique stratégique historique qui maintient l'Égypte dans cette position-là. Au Moyen-Orient, on trouve en Afrique du Nord, l'ambassadrice, comme vous l'avez signalé en Égypte auprès de la Ligue arabe, a souligné à plusieurs reprises que l'Égypte facilite le dialogue, par exemple entre États-Unis et Iran, ou encore la situation en Gaza, et considère l'Égypte comme un partenaire indispensable pour stabiliser les régions et encourager les solutions diplomatique. Donc l'Égypte, il a un poids quand même connu, demandé, sollicité tout le temps, et ça, ce qui fait sa position et sa force régionale pour régler pas mal de conflits, des soucis, de problèmes, d'instabilité dans la zone du Moyen-Orient. Oui. Dr Samir, également, quand on parle de la situation au Liban, on voit que l'Égypte a déployé des efforts et a même fait exprimer sa solidarité avec le peuple libanais frère et l'État libanais, surtout avec les déclarations du ministre des Affaires étrangères. Également, on voit une motivation de la part de la France pour entamer des discussions, certainement avec les négociations qui sont prévues cette semaine aux États-Unis entre le Liban et Israël. Est-ce qu'on peut s'attendre à une médiation européenne ou française dans ce dossier? Apparemment, chose faite, parce que je vois que la France et l'Égypte ils sont sur la même voie, et ils sont très inquiets par la situation au Liban. L'Égypte a appelé à plusieurs reprises de cessation de feu et à reprise de dialogue. La France a été leader dans le domaine, et l'Égypte aussi par rapport à ses proximités avec le Liban. Et aujourd'hui, on voit qu'Israël a accepté entamer un dialogue, sauf qu'elles veulent que le dialogue continue sous le feu, et c'est une chose qui entrave un peu le dialogue entendu. Mais on est à mon avis, on a passé ce stade-là, on est sur une voie d'entamer des discussions sérieuses pour cessation de feu, trouver un accord, surtout après le Liban. Ils n'ont pas d'autre choix, même Israël, que d'entamer des dialogues. Donc, à mon avis, la voix d'Égypte a été entendue, surtout qu'elle parle même voix que la France. Et la communauté mondiale, j'entends partout, je suis les infos partout sur la crise libanaise, et tout le monde était très très affecté par ce
qui se passe la destruction totale, la population déplacée, ça incite énormément de pays à emprunter la voie d'Égypte et la France sur la même voie. Donc le rôle d'Égypte, il est entendu, il est écouté, il est suivi, il est souhaité, tout simplement. Parfait, Dr Sami Soleiman. Je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. L'Égypte et l'Algérie appellent à renforcer la désescalade dans la région. Alors, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, s'est entretenu avec son homologue algérien sur les développements régionaux après l'annonce d'un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Il a souligné l'importance des efforts de désescalade et du recours aux solutions diplomatiques. Les discussions ont également abordé la situation au Liban et la nécessité de préserver sa stabilité. Les deux ministres ont convenu de poursuivre la coordination dans la période à venir. Et le pape Léon en Afrique pour sa première grande tournée à l'étranger. Le pape Léon XIV effectuera du 13 au 23 avril actuel sa première grande tournée internationale dans 4 pays de l'Afrique, à savoir l'Algérie, le Cameroun, l'Angola et la Guinée équatoriale. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le voyage très attendu du pape Léon XIV vers l'Afrique mettra en avant des thèmes essentiels comme le dialogue avec l'islam, la paix, le respect des ressources naturelles, les droits humains et la lutte contre les inégalités dans un contexte international marqué par la guerre au Moyen-Orient où le Saint-Siège cherche à jouer un rôle diplomatique. Avec près de 18 000 kilomètres parcours, 11 discours, 7 messes et une dizaine de villes visitées, cette tournée au rythme intense s'apparente à un véritable marathon pour le pape de 70 ans en bonne forme physique. Il s'agit de son 3e voyage hors d'Italie depuis son élection en mai 2025. En Algérie, une première historique, le pape mettra l'accent sur le dialogue interreligieux avec une visite de la grande mosquée d'Alger, un hommage aux figures de la mémoire nationale et aux martyrs de la guerre civile, ainsi qu'une possible évocation des droits humains et de la liberté religieuse. Au Cameroun, son message sera centré sur la paix et la réconciliation, notamment dans les régions anglophones touchées par un conflit armé, avec une visite symbolique à Bamenda. En Angola, pays riche mais inégalitaire, il insistera sur la justice sociale, la gestion équitable des ressources et la lutte contre la corruption. Enfin, en Guinée équatoriale, il devra trouver un équilibre délicat entre soutien aux fidèles et prudence face à un régime régulièrement critiqué. Passons au Djibouti où le président Ismaïl Omar Guelleh a été réélu sans surprise à 97,81% des voix pour un 6e mandat à la tête de ce territoire stratégiquement situé dans la Corne de l'Afrique selon les résultats officiels complets publiés par la présidentielle concernant les élections présidentielles qui ont été publiées samedi matin. Alors Ismaïl Omar Guelleh, 78 ans, que ses concitoyens nomment par ses initiales IOG, avait peu après minuit proclamé sa victoire sur X, affichant un portrait de lui rehaussé de la mention réélu, ce alors que n'avaient pas été publiés que des premiers résultats officiels très partiels. Son adversaire, Mohamed Farah Samatar, président d'un parti sans élu au Parlement, le Centre démocrate unifié et personnalité peu connue de ses concitoyens, a obtenu 2,19% des voix selon les résultats complets publiés tôt samedi par le ministère de l'Intérieur. Et le Kenya et le Maroc ont signé 11 accords visant à renforcer leur coopération bilatérale dans plusieurs domaines et secteurs stratégiques. Pour plus de détails, voici un commentaire.
Le Kenya et le Maroc franchissent une nouvelle étape dans le renforcement de leurs relations avec la signature de 11 mémorandums d'entente couvrant des domaines clés tels que l'agriculture, la santé, l'enseignement supérieur, l'économie bleue et la gestion de la faune. Ces accords intègrent également une dimension sociale importante, notamment à travers la promotion de l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes ainsi que des programmes de bourse et de formation visant à encourager les échanges de compétences entre les deux pays. Parmi les axes majeurs figure la coopération sanitaire avec un accent sur le renforcement des systèmes de santé, l'échange d'expertise et le développement d'initiatives conjointes. Les efforts porteront notamment sur la prévention des maladies, la réponse aux urgences sanitaires et l'amélioration de l'accès aux médicaments essentiels. Les deux pays ont également exprimé leur volonté d'approfondir leur collaboration dans les domaines du commerce, de l'investissement, du développement industriel et de la connectivité aérienne, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de croissance partagée. Ce rapprochement s'inscrit dans une dynamique de coopération renforcée engagée ces dernières années avec l'ambition de diversifier les échanges économiques qui portent actuellement sur des produits tels que les engrais, les textiles et certaines productions agricoles comme le café et le thé. Et la francophonie africaine est un potentiel économique en développement, porté par une croissance soutenue, d'un développement et d'un poids démographique en forte expansion. L'Afrique francophone s'affirme comme un acteur économique clé du continent africain. Voyons ensemble ce commentaire. L'Afrique subsaharienne francophone confirme son dynamisme avec une croissance moyenne de 4,9% en 2025, supérieure à celle de plusieurs régions du continent. Cette évolution s'inscrit dans un contexte démographique favorable. Près de 65% des 396 millions de francophones dans le monde vivent aujourd'hui en Afrique. Au-delà de son rôle culturel, la langue française constitue également un atout économique. Considérée comme une langue majeure des affaires, elle facilite les échanges et la coopération entre les pays partageant cet espace linguistique. Dans ce cadre, plusieurs initiatives régionales contribuent progressivement au renforcement des échanges économiques, notamment en Afrique de l'Ouest, où les dynamiques commerciales intra-régionales sont en progression. Des initiatives comme les missions économiques de la francophonie encouragent les partenariats dans des secteurs clés tels que l'agro-industrie, le numérique et les énergies renouvelables, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités d'investissement. Certains pays jouent un rôle structurant dans cette dynamique, notamment la RDC avec ses ressources stratégiques, la Côte d'Ivoire en tant que locomotive économique régionale et le Cameroun comme carrefour commercial en Afrique centrale. Enfin, la mise en œuvre progressive de la zone de libre-échange continentale africaine offre de nouvelles perspectives pour renforcer les échanges et accompagner la transformation économique du continent. Et nous terminons notre édition, chers téléspectateurs, avec le sport et les chevaliers blancs où Zamalek a pris une option sérieuse pour la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football en battant le CRE Belouizdad 1-0 à l'extérieur. Alors, porté par un excellent Bézéra, le club égyptien confirme sa grande forme cette saison entre domination au championnat égyptien et parcours continental solide.
Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de votre programme Afrique. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous pour une nouvelle édition.